Merci de cet accueil. Merci de cet accueil. Et c'est de mon côté, dans ma voiture tout à l'heure, et je vous disais que c'est une vraie joie de venir parler à une histoire qu'on ne connaît pas encore, sauf quelques personnes, d'un sujet qui nous a intéressés. C'est une joie d'existence pour moi, non pas d'être sachant, parce que vous allez voir, ma réflexion est traversée de doutes et d'ignorance aussi, mais en tout cas, j'ai aimé réfléchir à cette question de la reconnaissance parce que je la crois extrêmement contemporaine. Et si vous voulez bien, le temps qu'on va passer ensemble, c'est quoi, 1h30, 2 heures, j'aimerais que mon challenge personnel, c'est que nous sortions de cette réunion en nous disant tiens, la reconnaissance, je peux l'identifier au quotidien de la semaine, de la journée, ça me fait réfléchir, je vais mieux la discerner et je vais essayer de la rendre féconde, créative. Voilà mon objectif. Que cette notion, pour l'instant relativement abstraite, nous devienne beaucoup plus familière. Alors, qu'est-ce que la reconnaissance? Je vous propose c'est Paul Ricoeur qui parlait du parcours de la reconnaissance, c'est le titre de son dernier livre. Eh bien, je vous propose une sorte de très modeste parcours avec 3 parties que vous identifierez facilement, dans lesquelles je pose une gradation. Ces 3 parties pourraient être reconnues, reconnaître l'autre, se connaître soi-même. Alors démarrons par être reconnu, qui est une question humaine. Qui ne se l'est pas posée? Qui un jour ne s'est pas dit tiens, suis-je reconnu? Ou bien qui ne s'est pas dit je souffre de ne pas être suffisamment reconnu? La souffrance de ne pas être reconnu est probablement l'une des plus fréquentes, plus fréquemment évoquées dans le cabinet d'un psychanalyste. Je dirais la question de la solitude et la question de la non-reconnaissance sont récurrentes dans ce qui se passe avec les patients, justifient les motifs de consultation. Cette souffrance ou cette reconnaissance traverse différents espaces, on les imagine assez bien, conjugaux, familiaux, professionnels, sociaux, politiques, et ceci n'est qu'une intuition, mais néanmoins, avec le recul de nombreuses années, cette question est plus souvent féminine, elle est plus souvent évoquée par les femmes. Je n'en tire aucune conséquence, c'est une sorte de constat plutôt intuitif, empirique. Oui, la reconnaissance est une modalité de la relation humaine et elle s'exerce dans l'entre-deux. Elle se donne, elle se reçoit entre 2 personnes, l'une qui attend d'être reconnue et l'autre qui est appelée à le faire. D'un point de vue historique, le geste le plus emblématique de la reconnaissance, nous le connaissons tous, c'est celui par lequel l'enfant est reconnu par son père, qui, en le déclarant vivant, confirme son existence et surtout se rend témoin de sa filiation et à ce titre responsable de son devenir. Je te reconnais, tu es mon enfant, je suis ton père, je me porte témoin de ta naissance, de ta filiation, et à ce titre, je réponds de toi. Ça, c'est une image, nous l'avons tous. Maintenant, dans la vie courante, comment ça se passe? Eh bien, le besoin de reconnaissance est un appel à témoin, toujours. Il cherche auprès d'un témoin une confirmation de ce qu'on est, une légitimité, une réassurance de ce qu'on est. Alors ce besoin de confirmation, de légitimité, de réassurance peut s'exprimer à plusieurs niveaux. D'abord au niveau de l'existence elle-même. Je suis là, j'existe. Peux-tu faire comme si j'étais invisible, comme si je n'étais rien ni personne? À un degré de plus, je me sens méprisée,
je me sens niée, je me sens détruite. Ce sont des paroles qu'on entend très souvent. Au niveau de la parole, ça nous est également assez familier. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me comprends? Mais je ne me sens pas compris, je ne me sens pas entendu. D'ailleurs, voici deux petites histoires, deux petits exemples extrêmement rapides. Le premier, c'est un couple que j'avais suivi pendant quelques années et qui, la première fois où nous nous sommes rencontrés, l'un des deux, je ne me souviens plus lequel, avait dit « Nous venons parce que nous avons cessé de nous parler ». Alors, je demande, depuis longtemps, depuis combien de temps? Depuis très longtemps, me répond cette personne, depuis qu'aucun de nous deux, depuis qu'on s'est rendu compte qu'aucun des deux, de nous deux, écoutait l'autre. Je répète parce que j'ai cafouillé un peu. Nous avons cessé de nous parler depuis qu'aucun de nous deux n'écoute l'autre. La seconde illustration, petit exemple, cette fois-ci ça se passe à l'hôpital, c'est une dispute phénoménale comme il peut y en exister entre mère et fille, adolescente. L'adolescente dit à sa mère, tu ne m'as jamais écouté, tu ne m'écoutes jamais, maman. La mère répond, mais comment pourrais-je, tu ne me parles jamais? Et l'adolescente de dire, mais si tu l'écoutais, je te parlerai. Je dirais, dialogue de sourds, comme mère et fille peuvent en avoir, mais qui met une évidence, qui met un point essentiel en évidence, c'est que l'écoute précède la parole. Parce qu'on se sent écouté, on se met à parler. L'écoute, la disponibilité d'écoute, serait donc une forme minimale de reconnaissance. Le besoin de reconnaissance peut s'exprimer au niveau du vécu singulier, ça aussi, c'est assez proche de nous. Voilà la façon dont moi j'ai vécu les choses. Mais peux-tu reconnaître ce vécu? Peux-tu le respecter? Il peut enfin, ce besoin de reconnaissance, s'exprimer au niveau du sentiment de valeur. Je ne me sens pas utile, je ne sers à rien, je ne me sens pas reconnue dans mon milieu de travail ou dans la famille. On ne me reconnaît pas dans ma valeur, dans mon travail, dans ma compétence. Enfin, il peut s'exprimer à l'égard du droit. C'est mon droit et qu'on le reconnaisse. L'autre jour, je longeais le pourtour de l'église Sainte-Catherine-et-Lille. Il y a une jolie petite place qui est là, je ne sais pas si vous la connaissez, et je voyais sur une fenêtre, je soutiens mon droit à dormir. Il y avait un bar en face, j'imagine que ça devait travailler un peu tard, qu'on me laisse le droit de dormir. Bon. Il y a des choses plus importantes que celui-là. Et puis le besoin de reconnaissance, évidemment, plus que jamais d'actualité à l'égard des croyances, des opinions, des appartenances. Quel que soit le domaine, celui qui cherche à être reconnu attend qu'un autre lui donne quelque chose d'essentiel dont il a besoin pour vivre et qu'il ne parvient pas à se donner lui-même. Voilà le principe du besoin de reconnaissance. Alors, d'où vient, me direz-vous, un tel besoin d'être reconnu? Je suggère 3 pistes de réflexion. Je ne fais que débaucher. La première piste, c'est que le besoin de reconnaissance vient à un substrat personnel, si vous voulez. On pourrait dire qu'il est particulièrement nécessaire au début de la vie. L'enfant a besoin d'être reconnu, nous l'avons dit tout à l'heure, mais à mesure qu'il grandit, et surtout dans les premières années, soutenu dans son identité naissante, et les adultes, évidemment, au premier chef les parents, sont attendus dans cette mission. Dans un environnement suffisamment bon, ce besoin de reconnaissance s'estompe au fil du temps. Parce qu'il a été suffisamment reconnu, l'enfant devenu adulte se deviendra lui-même en capacité de reconnaître.
Merleau-Ponty disait que la reconnaissance se précède toujours d'elle-même. Je crois que c'est en ce sens qu'on peut comprendre cette parole. C'est parce qu'on a été suffisamment reconnu. Le suffisamment ne veut pas dire l'idéalement, hein, mais le suffisamment reconnu va permettre l'acte de reconnaître lui-même. Ce sera la seconde partie de ma réflexion. Chez les personnes qui souffrent régulièrement, chroniquement, de ne pas être reconnues, tout se passe comme si, chez elles, l'enfant toujours vivace, aspirait à être constamment reconnu. D'où une prédisposition à se rendre, à se sentir méprisé, négligé, déconsidéré, enfin le nuancier. Le nuancier de la non-reconnaissance est extrêmement vaste, hein. Il y a des tas de nuances, de subtilités et de degrés. Je crois que personne n'échappe au besoin de reconnaissance, mais qu'au fond, il y en a qui sont beaucoup plus en demande que d'autres, et évidemment beaucoup plus prédisposés à être frustrés. On pourrait dire qu'à ce titre, la reconnaissance fait partie de la parentalité. Souvenez-vous de la parole de saint Paul, que l'homme passe l'homme. Eh bien, on pourrait l'entendre comme que l'homme reconnaisse l'homme, que les plus âgés se portent témoins et responsables des plus jeunes, que la reconnaissance soit d'une génération à une autre. Cette remarque ouvre à deux questions. La première, c'est celle passionnante et complexe, difficile, du pacte entre les générations. Les générations les plus avancées sont-elles en mesure de reconnaître les générations montantes dans leurs talents, dans leurs ressources, dans leur fragilité? À l'inverse, les générations plus jeunes sont-elles en mesure de reconnaître la précédence de leurs aînés? Pour ceux que ça intéresse, je cite au passage, je vais le faire régulièrement tout au texte, mais un très beau livre de Myriam Révaud-Dallon, qui est philosophe et qui aborde cette question à partir de l'autorité. Sa thèse, c'est qu'au fond, ce qui fonde l'autorité, qu'elle différencie avec le pouvoir, c'est la précédence. C'est parce que je suis plus avancé que toi dans l'échelle du temps que j'ai l'autorité d'exercer mon autorité. Voilà sa thèse, donc, livre assez dense, mais tout à fait intéressant. La seconde remarque concerne la place de l'enfant dans nos sociétés. Cet enfant roi, cet enfant sacré, n'a-t-il pas été excessivement reconnu? Ou alors, autre question connexe, cet enfant n'a-t-il pas été précipité vers un âge adulte, adultisé précocement et méconnu dans ses besoins d'enfant? Ce sujet-là, ça vaut une conférence, tellement il est vaste et passionnant parce que très actuel et à la fois très personnel. Je laisse pour continuer le chemin. Voilà donc pour le substrat personnel. Le besoin de reconnaissance a également un substrat culturel. En Occident, nous vivons dans une culture extrêmement individualiste, matérialiste, consumériste et épris de libéralité. Au passage, différencier la liberté de la libéralité. Nous sommes dans une culture libérale, ce qui ne veut pas dire que nous soyons libres. Mais cette culture qui est la nôtre, et qu'on expérimente, qu'on traverse au quotidien, elle est très sensible à l'égalité qu'elle confond d'ailleurs avec l'identité. Tous égaux, tous semblables. Dans cet état d'esprit, toute forme de différence est très vite assimilée à une injustice, à un préjudice. Cette sensibilité alimente tout un courant médiatique qui fait de nous des victimes potentielles. Nous vivons au temps des victimes. C'est le titre d'un livre écrit il y a quelques années déjà par Caroline Eliachef. Notez que les notions, par exemple, de maltraitance, de harcèlement, d'abus, sont relativement récentes. Elles datent du milieu du XXe siècle.
Avant, on ne parlait jamais de ça. La justice était évidemment extrêmement présente, mais il n'y avait pas cette grande sensibilité d'égalité et d'identité qui a du mot, hein, je ne porte pas un jugement de valeur, mais qui a aussi des conséquences et des contreparties. La reconnaissance a enfin un substrat ontologique, relatif à l'être, en lien avec notre condition humaine. Nous sommes humains, c'est-à-dire inachevés, inaccomplis, marqués par le sceau de l'incomplétude, par celui de l'imperfection, c'est-à-dire du péché originel. Les psychanalystes diront la pulsion de mort, mais au fond, c'est pas si différent. Au fond, nous ne sommes pas, nous sommes en devenir, nous ne sommes pas, nous devenons, nous tendons vers un accomplissement qui ne sera jamais à terme. Enfin. D'où cette conséquence majeure, et gardons-la à l'esprit. Le besoin de reconnaissance est au fond parfaitement légitime. Pour vivre, nous avons besoin d'être reconnus par autrui dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, et nous avons besoin d'être stimulés dans notre être en devenir. Ce besoin de reconnaissance, évidemment, ne peut être que partiel, partiellement comblé. Nous ne serons jamais reconnus autant que nous le rêverions. De l'être, mieux vaut s'en faire une raison. Je redis ce que tout à l'heure j'ai ébauché. Nous sommes très inégaux en matière de reconnaissance. Certains sont assez libres, n'ont pas une sensibilité exacerbée sur ce retour sur soi, mais d'autres sont emportés par un besoin éperdu de reconnaissance qui peut prendre, je cite Paul Ricoeur, l'allure d'une revendication sans fin. Voilà la première partie où je voulais vous emmener. Je nous pose d'ailleurs, parce que je me mets avec vous, quelques questions qui m'ont paru à la fin de ce premier point pouvoir stimuler dans l'après-coup une réflexion individuelle. Nous sentons-nous suffisamment reconnus? Sommes-nous, individuellement, dans notre fort intérieur, suffisamment reconnus? Souffrons-nous d'un manque de reconnaissance? Parfois, régulièrement? Dans quel domaine? Et de quelle personne attend-on cette reconnaissance? Envisageons-nous la réciprocité de notre besoin d'être reconnu? Cette dernière question introduit le second point de ma réflexion. Reconnaître l'autre. Une petite histoire. Je l'aime beaucoup. Elle concerne le poète Rilke, que vous devez connaître. Rilke, alors, ce n'est pas une histoire qui est de lui, elle est racontée à son sujet par une amie. Je ne peux pas vous dire d'où je tiens cette histoire, parce que ça fait partie des notes qu'on prend, et puis on perd la moitié de l'origine. Je crois qu'elle m'a été racontée, à vrai dire. Mais c'est pas bien. L'histoire peut se passer de... Rilke se promène dans le jardin du Luxembourg. Et devant la grille, il y a une vieille mendiante. Et Rilke, chaque jour, donne une pièce à la mendiante. Et la vieille ne remercie pas, ne lève pas la tête. Et ce jour-là, qui n'est pas un jour ordinaire, ça arrive, le jeune homme cueille une rose pas très loin, imaginons ce soir, mai, juin. Il s'incline avec respect et la dépose sur les genoux de la vieille dame, qui lève les yeux vers le poète, lui saisit la main, l'embrasse, se lève et s'éloigne. Cette petite histoire est jolie, mais elle est surtout exemplaire, au moins pour deux raisons. En premier lieu, parce qu'elle rend compte à nouveau de la notion de témoignage, tellement importante dans la Renaissance. Dans ce très bref scénario, Rilke fait plus que voir. Il consent à être témoin et à répondre de ce qu'il voit. Vous sentez la gradation. À partir de là, il ne peut plus faire comme s'il ne savait pas. Il a reconnu. Par paresse, par ignorance, par peur,
Nous pouvons fermer les yeux, nous pouvons ne pas voir, nous pouvons méconnaître. Ce qu'il y a également d'exemplaire dans cette histoire, c'est que la reconnaissance, lorsqu'elle est donnée et reçue, que deux, a le pouvoir de relancer l'estime de soi, la dignité, parfois la gratitude. Gardons ce fait à l'esprit, parce qu'elle reconnaît une personne dans sa singularité, la reconnaissance rend plus humain. Plus concrètement, que cette histoire est jolie, mais concrètement dans nos vies, en quoi consiste le fait de reconnaître l'autre? Je vais partir, si vous le voulez, de la notion d'hospitalité. Reconnaître, c'est s'ouvrir à l'autre, c'est se mettre en capacité d'accueil, c'est offrir une hospitalité. On pourrait dire de la personne en besoin de reconnaissance qu'elle doute de son lieu intérieur, j'entends. Peut-être même n'a-t-elle pas de lieu du tout. Elle ne s'habite pas, ou en tout cas, elle s'habite mal. De façon banale, elle me dit « j'ai pas ma place, j'ai pas ma place ». Notez au passage que cette question du lieu fut celle que Dieu posa à l'homme après la chute. Adam se cache pour n'avoir pas à se justifier, pour échapper à la responsabilité de sa vie, et Dieu lui demande « Adam, où es-tu » Cette divine question est probablement l'une des plus humaines qui soit. Homme, où en es-tu ta responsabilité? Pour chacun d'entre nous, la question devient « Où en suis-je de ma propre vie, de ma responsabilité d'homme et de femme? Où en suis-je de moi-même » La notion du lieu est importante. La reconnaissance est donc une ouverture de cœur et d'esprit. Elle est une hospitalité offerte. Ephphatha, ouvre-toi. François Tchène, donc 5 méditations sur la beauté, parle beaucoup, dans la mort aussi d'ailleurs, dans les deux 5 méditations, il parle beaucoup de l'ouvert, c'est un de ces mots très familiers, l'ouvert. C'est un très beau mot. On n'est jamais assez ouvert. C'est difficile de s'ouvrir. Je trouve que c'est difficile. Peut-être plus culturellement aujourd'hui, on est vite en méfiance, on se ferme, on est clos, enfin. S'ouvrir à l'autre, ça suppose d'avoir conscience d'un espace à soi, d'une disponibilité intérieure, mais on peut être si préoccupé par soi-même qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'intérêt pour l'autre. En soi, il n'y a de la place que pour soi. L'autre peut frapper à la porte. Il y a quelqu'un? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu entends? Il n'y a pas de réponse. Celui qui appelle n'entrera pas, il restera sur le seuil. Je crois qu'aucune vie n'échappe à ça. Parce que l'hospitalité, c'est souvent une question de temps. Qui ne s'entend pas dire « j'ai pas le temps, je suis débordé, j'ai pas le temps ». Et le temps, c'est le lieu. Le temps qu'on n'a pas, c'est le lieu qu'on ne donne pas. Nous savons pourtant que ce n'est pas parce que la maison est grande qu'elle peut accueillir. C'est parce qu'elle accueille qu'elle va s'agrandir. C'est l'acte d'ouvrir et de faire rentrer en soi qui agrandit l'espace intérieur. Et s'il existe un premier bienfait à la reconnaissance, il serait là. La reconnaissance rend plus spacieux, plus large, plus ouvert. Elle déploie ce qui en nous peut être fermé, méfiant, étroit. Alors, en gardant cette notion d'hospitalité, on pourrait questionner la notion de reconnaissance à travers plusieurs dimensions. Je les évoque et puis on va essayer de développer chacune d'elles. Celle du visage, celle de la compassion, celle de la gratitude, celle de la promesse, et je terminerai par celle du mystère. La première de ces dimensions, c'est celle du visage. Qu'est-ce qu'un visage? Je dirais que c'est un ensemble de traits reliés par des expressions qui sont suggestives
plus ou moins, mais de ce qu'est une personne, de son âge, de son morphotype, de sa personnalité, de sa culture, son rapport au monde, à l'autre, à elle-même. Tout cela relève de la vision et de l'intuition. Lévinas, le philosophe Lévinas, a beaucoup parlé du visage. Il parle de son épiphanie, de son caractère illimité, de l'ouverture incessante de ses contours et de sa forme. Il en parle surtout dans 2 livres, pour ceux qui sont intéressés, je les cite, Totalité et Infini et L'être à l'autre. Alors, Lévinas oppose le visage à la face. Nous, on pourrait dire la figure, si vous voulez. Quand la face relève de l'apparence, du visible, de l'incarné, du charnel, il y a dans le visage une profondeur qui déchire le sensible. Il y a quelque chose qui échappe à la simple perception, quelque chose que nous ne pouvons que frôler, deviner, et qui témoigne d'une complexité, on pourrait dire d'un mystère. Dit d'une autre façon, on ne se réduit pas à la tête qu'on a. Dit d'une autre façon, on est toujours plus que ce qu'on est. Selon Lévinas, dans le vis-à-vis, je reconnais l'appel de l'autre et ma propre responsabilité vis-à-vis de cet appel. Je me sens responsable de l'autre qui me montre sa fragilité, c'est-à-dire au fond sa mortalité, et je ne peux pas ne pas entendre cet appel. Ça, c'est la thèse de Lévinas. D'une autre façon, encore, dans le vis-à-vis, je reconnais à la fois l'irréductible différence entre l'autre et moi, mais je reconnais également la communauté de notre condition humaine. Je perçois la différence et je perçois aussi, non pas le semblable, mais le commun. Alors, cet autre, qui est-il? Il peut être un inconnu. Dans une existence, on croise beaucoup, on rencontre peu, je crois. Chacun a son trajet, son emploi du temps, son lot de contraintes, de rendez-vous, d'obligations, de nécessités, petites et grandes. Il existe une forme minimale de reconnaissance qui passe parfois par un regard, un geste, un sourire. Je crois à ça, mais il est bon de se le rappeler. J'y crois, mais j'oublie parfois, pressé dans mon chemin. Bon. On pense à Rilke et la mendiante. Ce qui s'oppose à la reconnaissance dans ce cas, c'est l'indifférence, c'est l'ignorance, c'est la négation. Ne pas reconnaître, c'est alors ignorer le visage, c'est se sentir, c'est se tenir, hors du vis-à-vis. J'ai une petite histoire à raconter, elle n'est pas du tout une histoire professionnelle. J'étais dans le métro à Paris et j'étais avec une amie. Le métro était bondé, vous connaissez l'ambiance métro bondé à Paris. Chacun est là, précisément pas dans le vis-à-vis, plutôt dans l'ignorance. Et sur la banquette, en face de moi, il y avait une assez jeune femme qui pleurait. C'était pas du tout un pleur exhibitionniste, démonstratif. Il y avait quelque chose de fondamentalement écroulé en elle. Les larmes coulaient, mais le visage était profondément, authentiquement triste, autant qu'on puisse en juger. Il y avait quelque chose d'extrêmement touchant. Que faire? J'optais pour rien, parce que je ne regardais pas. Et à ma grande surprise, et c'était une belle surprise, j'ai vu que mon ami s'est levé, a posé la main sur l'épaule de cette jeune femme inconnue, et puis est descendu. On n'en a pas parlé. Et j'ai beaucoup admiré le geste de cette amie qui est quelque chose comme, je ne sais pas ce que tu vis, toi, tu pleures, c'est que tu as de la peine. Je ne peux faire que ça, mais je le fais. D'autres exemples, je les ai trouvés dans ce magnifique livre que je vous recommande, Vassili Grossman, Vie et destin. C'est à lire parce que c'est un écrivain russe qui raconte la bataille de Stalingrad.
donc c'est plus que jamais d'actualité si on s'intéresse à l'histoire de la Russie, évidemment. C'est un livre difficile, il est surtout très épais. Il a des pages somptueuses, c'est un grand livre, un très grand livre. Je dois dire que dans ma lecture, j'ai sauté quelques chapitres, mais je me suis arrêtée sur des exemples merveilleux, et notamment ces exemples où Vassili Grossman parle de la bonté dans les camps de concentration. Et ce qu'il évoque, c'est vraiment de l'ordre de la reconnaissance, il me semble. Alors il dit par exemple une main qui prend une autre main, ou bien un détenu qui a un tout petit quignon de pain et qui le donne à un autre détenu encore plus affamé que lui, un autre qui, c'est très beau comme image, redresse une branche d'arbre qui est cassée. Bon, si vous pouvez, Vassili Grossman. Voilà pour cet autre qui est un inconnu, et voilà de toute petite façon de le reconnaître. Sans en faire un système, surtout pas, sans en faire une obligation, parfois, comme quand c'est possible. Mais l'autre peut être un familier, c'est beaucoup plus fréquent. Un familier, c'est celui que nous allons retrouver le soir, le lendemain, quelquefois dans la semaine, une fois par semaine, etc. C'est un parent, c'est un élève, c'est un enfant, c'est un ami. Et toi? Et toi, comment vas-tu? Et toi, comment s'est passée ta journée? Ta semaine? Que vis-tu? Et toi? Il faudrait accorder une attention particulière à ces deux mots. Les prononcer, mais plus encore les penser. C'est déjà faire hospitalité. C'est s'effacer devant l'autre. C'est lui dire en quelque sorte, passe devant moi. Ou bien, comme dit Lévinas, ce sont de très belles pages de Lévinas aussi, après vous. Mais évidemment, dans nos vies pressées, nous n'avons pas toujours cette clé d'accueil. Nous ne sommes pas pour autant méprisants, je ne le crois pas. Nous sommes simplement pris, encore une fois, par nos petits tracas et nos grands soucis. Nous sommes absorbés, nous sommes encombrés de nous-mêmes. Voilà ce qui nous ferme vis-à-vis et ce qui nous rend inhospitaliers. Ce qui nous assigne à la méconnaissance. Pas de temps, pas de vie, pas d'ouverture. Et si l'autre nous parle un peu trop de lui, très vite on a fini de répondre « Ah mais oui, c'est comme moi !» Bon, ce qui s'oppose ici à la reconnaissance, c'est l'égoïsme. Mais c'est aussi l'habitude, il faut se méfier de l'habitude, parce qu'elle nous prive d'étonnement, de réjouissance, d'émerveillement. C'est Tahar Ben-Jalloul, vous connaissez ce romancier, qui a écrit un petit livre magnifique sur Giacometti. Et je le cite, « L'aventure, dit-il, la plus grande aventure, c'est de voir surgir chaque jour quelque chose de nouveau sur un visage familier. » Il y a un programme. Ce que j'ajouterais, c'est qu'une personne, voyez-vous, qui a perdu cette notion du « et toi », je pense qu'elle ne va pas bien. Une personne qui ne sait plus dire ou penser, plus exactement penser à l'autre, une personne qui est excessivement centrée ou préoccupée d'elle-même, hors cas majeur, évidemment, mais si c'est chronique, c'est une personne qui ne va pas bien. Une autre dimension de la reconnaissance, après celle du visage, auquel je me suis un peu déployée, ce serait celle de la compassion. Reconnaître autrui, c'est accueillir sa souffrance. Sous ce mot, j'envisage un spectre large qui va de la sympathie, j'évite le mot empathie devenu un peu trop commode, à la compassion, mais qui toujours accueille, se rend témoin de la tristesse, de la peine, du malheur traversé par autrui. J'aime cette pensée de Marcel Proust. Je le cite. « Il y a des moments, dit-il, où on a besoin de sortir de soi et d'accepter l'hospitalité de l'âme d'autrui. Proposition que l'on peut retourner et qui devient « Il y a des moments où l'autre a besoin d'accepter
liberté, l'hospitalité de notre âme. Il y a une fraternité puissante dans cette forme de reconnaissance compassionnelle. Ce qui tient les hommes ensemble, c'est évidemment l'action, c'est le sentiment, c'est l'engagement, c'est l'opinion, c'est l'idéal, c'est la religion, c'est le plaisir, c'est la fête, c'est une conférence, mais c'est aussi ce partage, ce portage de la souffrance. On n'a pas besoin d'aller très loin actuellement. On ouvre nos écrans, on regarde ce qui se passe en Ukraine, on a compris combien la reconnaissance compassionnelle faisait bien. Que serait, dans un contexte plus ordinaire, une famille? Que serait une communauté? Que serait une société qui ne reconnaîtrait pas la souffrance de ses membres? Que serait l'amour? Que serait l'amitié sans compassion? Néanmoins, deux remarques, et elles vont vous déranger, je l'espère. La première est d'ordre culturel, et nous l'avons déjà évoqué. Il existe dans notre post-modernité une grande sensibilité à la souffrance. On a pu dire de l'homme contemporain que c'était un homme blessé, un homme prédisposé à souffrir de l'injustice, du préjudice, du harcèlement, de l'abus, du traumatisme. Dans ce contexte, reconnaître un vécu de souffrance nécessite de discerner, sans pour autant rejeter, le vrai malheur de la petite misère. Car il y a de petites misères très bruyantes et il y a de grands malheurs silencieux. Il y a les vraies victimes et il y a les autres. Il y a aussi les plaintifs qui sont en réalité des plaignants. Leur plainte a un côté revendicateur. Elle est portée contre. L'écrivain Sylvie Germain dit ceci: « Je voudrais seulement qu'une larme soit vraiment une larme. » On pourrait dire que la compassion est fondée si elle est juste. Trop de compassion tue la compassion. Je dirais d'ailleurs qu'en toute chose, l'excès tue le juste. La deuxième remarque est plus psychologique. L'écrivain Milan Kundera dit que la compassion est toujours impure. Intéressant. Elle est impure pourquoi? Parce qu'au fond, ce qui mobilise notre compassion pour autrui, nous le craignons fondamentalement pour nous-mêmes. De là la pureté de la compassion. Si je reconnais ton malheur, c'est qu'il est chez toi, il n'est pas chez moi. Michel Foucault, dans l'histoire de la folie, relève assez bien cet aspect, presque sous une forme caricaturale. Il explique qu'au XIXe siècle, à Bicêtre, les promeneurs du dimanche venaient regarder les fous derrière les barreaux. Si la folie est de l'autre côté, ça va pas bien. D'ailleurs, pour accréditer ce fait d'intuition plutôt, il y a un proverbe qui dit « Il est plus simple de compatir au malheur d'un ami que de se réjouir de son bonheur. » Et je crois que c'est juste. Il est plus juste de reconnaître, voilà pourquoi il est plus juste de reconnaître la souffrance quand elle passe, pas très loin de chez soi, et de chercher à la consoler. Mais il est bon aussi, quoique probablement plus difficile, de reconnaître la joie d'autrui et de s'en réjouir. Voilà mes deux remarques. Une troisième direction, ou dimension de la reconnaissance, après la compassion, après le visage, c'est la gratitude. C'est presque une évidence d'ailleurs, être reconnaissant, c'est éprouver de la gratitude. C'est rendre grâce à ce qui nous a été donné. Paul Ricoeur disait que le parcours de la reconnaissance s'achève par la gratitude. Il y a aujourd'hui une réelle difficulté du côté de la gratitude. Les jeunes générations, ce serait intéressant peut-être d'en débattre
rattraperait, on pourrait avoir des points de vue différents. J'ai l'impression que les jeunes générations n'arrivent plus facilement à dire merci. Et si elles n'arrivent plus à le dire, c'est qu'elles ne parviennent plus à l'éprouver, le merci. Et je me pose la question, je n'ai pas la réponse. Est-ce que ce fait est sociétal? Est-ce que cet enfant de l'Occident n'a pas été trop comblé, trop gâté au début? Ou bien alors, ce fait est-il générationnel? La gratitude viendrait-elle avec l'âge? Serait-elle une sagesse, un talent de l'âge? Je laisse la question ouverte, elle m'intéresse. Tout se passe, en tout cas chez un certain nombre de personnes, comme si la trace du don ne s'était pas inscrite. Le don n'est pas perçu comme un don, mais comme un dû. Et si le dû vient à manquer, la frustration s'impose. On la retrouve. Je n'ai pas eu mon compte. Je n'ai pas ce que j'attendais. Je me sens lésée. Ou encore, c'est mon droit. Ce que l'on ne me donne pas, je suis pourtant en mesure et en droit de l'attendre. Face à une telle mentalité qui légitime toute forme de besoin, là est l'enjeu, et qui ne supporte pas la frustration, mais l'interprète en termes de préjudice, on se rend bien compte que dire merci, rendre grâce, devient très difficile. Il y a une confusion contemporaine entre le droit et le don. Dans mon cabinet, il m'arrive souvent d'aider les personnes à différencier, pour ne pas les confondre, ce qui relève du droit, de la légitimité, de la justice, et ce qui relève du don et de la gratuité. Il m'arrive par exemple de rappeler qu'on ne peut pas attendre d'une personne plus qu'elle ne peut donner. Et c'est important cette question-là, parce qu'on s'épargne la souffrance. Si constamment j'attends de quelqu'un quelque chose qu'il ne peut pas me donner, je me colle la tête sur le mur et je me fais mal. Si un jour je me dis, mais je vais cesser d'attendre, elle ne peut pas, cette personne. Elle n'est pas en mesure de me donner. Je me protège. Je me fais du bien. En tout cas, je m'épargne du mal. Ça s'appelle peut-être lâcher. On dit lâcher prise, pas l'expression, évidemment, mais c'est peut-être ça. Plus personnellement, ça je crois que ça vient avec l'âge, j'aime me souvenir que dans une vie, rien n'est jamais dû et tout est donné. Ça, par contre, je crois que c'est plutôt en avançant en âge qu'on arrive parfois à cette sagesse, mais qu'on ne l'a pas forcément en étant jeune. Très jeune. Être reconnaissant, c'est donc goûter au don reçu. C'est accueillir le don, c'est s'en émerveiller. En ce sens, la reconnaissance est bien davantage qu'une politesse. C'est un mouvement de joie. Il y a une joie à donner, il y a une joie à recevoir. Il y a une joie à remercier. Vous n'avez pas remarqué que quand vous dites merci, vous êtes plus joyeux. Moi, ça me rend joyeux de dire merci. Parfois, quelquefois j'oublie de dire merci aussi, mais quand, à certains moments, on dit merci, puis on est aussi content que celui exprimer sa reconnaissance, c'est transformer le bienfait reçu en bienfait donné. Être reconnaissant, c'est aussi se souvenir que le don n'est pas que matériel. Le don, ce n'est pas le cadeau avec un emballage et un bon d'échange. Non. On peut donner du temps, on peut donner de l'attention, de la joie, de l'aide, on peut donner de soi. De tels dons non matériels, lorsqu'ils sont perçus comme tels, évidemment inspirent le merci, la reconnaissance. Merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu dis, merci d'être venu, merci de m'avoir écouté, un degré de plus, merci d'exister, je me réjouis de ce que tu es. Cette gratitude suppose de reconnaître derrière le don la gratuité, et derrière la gratuité elle-même, une forme d'amour. Pour le chrétien, c'est aller plus loin, c'est percevoir au-delà de l'amour du donateur
une expression de l'amour divin. Voilà ce que je voulais dire de la gratitude. On pourrait aller beaucoup plus loin et beaucoup plus large. Un mot sur la promesse. Pourquoi évoquer la promesse, me direz-vous, quand on s'interroge sur la connaissance? De quelle promesse est-il question? Dans le judaïsme, on bénit les enfants et on place les mains sur leur tête en appuyant fermement. Sous le geste, on peut entendre le message suivant: sois suffisamment lesté parce que je te transmets, pour partir au loin. Reconnaître, ce serait lester, donner du lest pour permettre l'élan. Reconnaître un enfant, un adolescent, mais aussi un élève, c'est le lester d'une promesse. C'est en quelque sorte lui dire: tu n'es pas encore, mais tu seras. Ou bien, je reconnais le possible de ton être. Je reconnais ton accomplissement lointain et je m'en porte témoin. Toujours cette notion du témoignage. Un exemple littéraire. Dans son livre Le Premier Homme, Albert Camus parle avec émotion de l'instituteur qui a suivi sa scolarité à Alger, dans un quartier très populaire, et il appelle cet instituteur M. Germain. J'ai oublié le vrai nom de cet instituteur, mais dans le livre, il l'appelle M. Germain. Et voilà ce qu'il dit. Dans la classe de M. Germain, les élèves sentaient qu'ils existaient et qu'ils étaient l'objet de la plus haute considération. On les jugeait dignes de découvrir le monde. On est à Alger, dans un quartier populaire. Dans ce témoignage, on perçoit comment Albert Camus a pu se sentir reconnu dans ses capacités intellectuelles, oui, mais aussi dans son besoin d'être et son besoin de devenir, et combien, pour lui, a été puissante et déterminante cette reconnaissance. Lorsque la promesse a été donnée au début, la vie devient un appel. Et en réponse à cet appel, un élan. Le malheur peut arriver, d'ailleurs, il arrive tôt ou tard, c'est l'épreuve, c'est l'accident, c'est la rupture, c'est l'échec, qu'importe. La promesse est là, qui permettra le départ nouveau, le rebond, la renaissance, la natalité. Cette promesse de l'aube, comme l'appelle Gary, cette promesse de l'enfance, au fond, n'est pas acquise une fois pour toutes. Elle a besoin d'être confirmée. Et sur ce point, nous, adultes, nous sommes attendus. Nous sommes attendus par les plus jeunes, nos enfants, nos petits-enfants, nos étudiants, nos élèves, mais aussi nos conjoints, nos amis, nos parents. Reconnaître la promesse en autrui, c'est reconnaître ses talents, ses forces virtuelles, et c'est soutenir cette personne dans son accomplissement. Va, vis, deviens. C'est aussi, en certaines circonstances difficiles, réouvrir les champs du possible. Qu'après la désillusion renaisse l'illusion. Qu'après le découragement revienne le courage. La vie est une affaire difficile, mais fondamentalement, elle vaut le coup d'être vécue. Allez, lève les voiles, prends le large. C'est ça, la promesse. Et ça, je crois que dans toutes nos vies, au quotidien, le plus banal de nos vies, on est en mesure de temps en temps donner ce lest, avec les mots qui s'adaptent à la situation. Ce n'est pas forcément les mots de ce soir. Ça peut d'ailleurs être une posture, une disponibilité, un regard, sans pas besoin de passer par de grandes paroles. Nous avons probablement cette responsabilité et cette mission-là. Voilà pourquoi je dirais que la promesse, c'est la fille de l'espérance. On y vient. L'espérance, c'est la vertu des temps difficiles. Quand tout va bien, on n'a pas besoin d'espérance. L'espérance, notez-le au passage, ce n'est pas l'espoir. Quand l'espoir est centré sur un but précis, un objectif, un projet, l'espérance n'a pas de projet réel.
Elle est un état d'esprit, elle est une disposition que je n'hésite pas à qualifier de spirituelle. Voilà pourquoi, contrairement à l'espoir, l'espérance ne peut pas être déçue. Si j'espère réussir mon examen, ou rencontrer l'âme sœur, ou faire telle performance, bien évidemment que je peux être déçue. Mais si je travaille mon esprit d'espérance, c'est-à-dire cette espèce de fiat, je ne peux pas être déçu. C'est un état d'esprit à travailler au quotidien, de soi à soi. On a tous des exemples d'espérance. Je crois que si on se met à chercher pas très loin, on en trouve assez vite. Dans ma pratique de psychanalyste, il me semble souvent être appelé du côté de l'espérance. Et j'aime beaucoup la petite fille Espérance de Charles Péguy. On pourrait la lire. Je m'étais dit que je prendrais quelques notes et que je le lirai, puis je lis. En tout cas, vous allez sur Internet, vous faites Charles Péguy, vous faites même la petite fille Espérance, c'est magnifique. C'est quelques très très belles. C'est plus que beau, c'est vrai, c'est juste, c'est à mettre en soi. En tout cas, cette petite fille Espérance, elle est très touchante, elle est très vivante, et j'aime me souvenir qu'elle porte son regard sur ce qu'elle ne voit pas. Elle marche ainsi en aveugle vers un possible dont elle ne sait rien. On a dit que les plus beaux regards sont ceux qui nous espèrent. Eh bien, je dirais, dans le sillage de cette parole, que les plus belles reconnaissances sont celles qui nous espèrent. Et puis, il y a ce tout petit scénario décrit par Giraudoux dans Électre. Je vous le lis. Quelques phrases. La femme Narcisse s'exprime et dit: comment cela s'appelle-t-il quand le jour se lève, comme aujourd'hui, et que tout est gâché, et que tout est saccagé, et qu'on a tout perdu, et que la ville brûle dans un coin du jour qui se lève? Électre. Demande au mendiant, il sait. Le mendiant. Cela a un très beau nom, femme Narcisse. Cela s'appelle l'aurore. Ah voilà la promesse. Quand le jour se lève et que tout est saccagé, que tout est gâché, on peut être ce mendiant qui rappelle qu'il y a un point de jour, qu'il y a une promesse de l'aube, qu'il y a un autre jour, qu'il y a un autre possible. C'est une forme de reconnaissance. À l'extrême de ce parcours de la reconnaissance, il y a l'espace du mystère. Par définition, on ne peut pas en dire grand-chose, si ce n'est peut-être se poser cette question. Chacun d'entre nous n'est-il pas porteur d'une part d'infini? On pourrait écrire le mot en deux parties d'ailleurs, d'infini, dont il ne sait rien, si ce n'est qu'il attend d'être rejoint, reconnu par qui le pourrait. Et chacun de nous n'aspire-t-il pas également à reconnaître l'autre dans sa part d'infini, dans l'infini de son être? Reconnaître le mystère d'une personne, c'est consentir à l'idée qu'on la connaîtra et qu'on ne la possédera jamais. Je ne sais pas, au fond, qui tu es. Nous touchons là à l'amour sous sa forme probablement la plus pure. Souvenez-vous de Bobin. Aimer, dit-il, c'est se tendre vers l'énigme de l'autre sans chercher à la comprendre ni à la posséder. Ici, on peut peut-être faire une mention à l'âme. L'amour, n'est-ce pas ce point de fuite de l'âme, sa trace fugitivement saisie? Et l'âme, n'est-ce pas ce qui reste de l'amour quand il n'est plus? Le mouvement est de nature spirituelle, ici aussi. Voilà ce que je voulais vous dire pour le second point, qui concerne le fait de reconnaître autrui. Pour aider votre réflexion personnelle, quelques questions. Nous sentons-nous appelés à reconnaître autrui? Parfois, souvent, jamais. Dans quelle
quel domaine, dans quelles circonstances? Parvenons-nous à répondre à cet appel? Et de quelle façon nous le faisons? Avant d'aborder le troisième et le dernier point de cet exposé, je résume mon propos. Nous aspirons à être reconnus, nous sommes parallèlement appelés à reconnaître ceux et celles qui, autour de nous, ont besoin de l'être. D'autres, oui, nous attendent la reconnaissance, comme d'autres attendent de nous de l'être. Mais ne faudrait-il pas, pour reconnaître autrui, apprendre à mieux se connaître? La reconnaissance d'autrui passe-t-elle par la connaissance de soi? Cette quête de la connaissance de soi n'est pas nouvelle. Pensez au précepte socratique « connais-toi toi-même ». Néanmoins, l'idée de connaissance de soi est aujourd'hui largement médiatisée et nous est très familière. La pratique religieuse chrétienne parlera d'examen de conscience, de discernement. La psychanalyse parlera d'auto-analyse, d'introspection, d'insight, de psychologie des profondeurs. Le principe est le même, il est tendu vers la quête d'une vérité. La connaissance de soi est à différencier de la préoccupation de soi. On a souvent reproché à la psychanalyse d'être centré sur soi, là, tu vas encore tourner le nombril, etc. C'est une fausse idée de la psychanalyse, ou si la psychanalyse c'est cela, la psychanalyse se trompe. Mais dans bien des cas, elle ne se trompe pas. C'est-à-dire que la connaissance de soi est à différencier du tracas ou du tourment de l'ego. Ce qui entre en jeu dans les deux cas, celui de la préoccupation de soi et celui de la connaissance de soi, c'est la réflexivité, c'est la conscience de soi. Mais à partir de là, les voies divergent. Dans la préoccupation de soi, le mouvement est absolument auto-centré, centripète, itératif, circulaire. Je tourne la cuillère autour du bol, ou je la tourne sous mon nombril. Elle peut mener au ressassement, à la rumination. Notez au passage, un petit pas de côté là, que nous sommes probablement un peu tous ruminants et qu'on l'est sans se rendre compte. Quand on tourne plus de 4 fois, allez, on va dire 5 fois, la même idée dans notre esprit, c'est qu'on rumine. Quand je vois arriver quelqu'un en cabinet qui me dit, vous savez, je pense beaucoup, eh bien, une fois sur deux, cette personne ne pense pas et rumine. Elle ressasse, tourne. Bon, c'est humain. Simplement, l'autodiscernement, la capacité de se prendre sur le fait, pourrait être un moyen autothérapeutique important. Si je me surprends en train de, ça peut être en journée, mais ça peut être à 3 heures du matin, tourner les idées qui me tracassent une fois, 2 fois, 5 fois, je ressasse. Et là, il faut couper dans le vif. Hein. Il ne faut pas se laisser emmener trop loin dans la rumination. C'est pas vrai. Comme ça qu'on creuse le lit de la dépression, du découragement. Dans la connaissance de soi, au contraire, la réflexion fait place au déploiement, à l'élan, à l'ouverture. On retrouve cette expression, à l'ouvert de soi-même vers autrui. L'objectif est alors de se connaître suffisamment pour ne plus avoir à se préoccuper de soi-même. Dit autrement, c'est parce que je ne suis pas trop encombré de moi que je peux m'ouvrir à l'autre. Si je rumine, si je ressasse, si je suis dans la préoccupation excessive de moi, je ne suis plus disponible à l'autre. Ceci posé, la connaissance de soi est difficile. Nous vivons en très grande méconnaissance de nous-mêmes. Et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, nous sommes des êtres du bord. Nous nous tenons à la surface. Descendre, nous approfondir présente un danger. Nous préférons rester aux apparences, aux habitudes, aux conventions, au formalisme, au connu. Ce n'est pas un jugement, il faut bien aussi être sur le bord, mais il y a une méfiance à quitter ce bord-là.
Deuxième raison qui nous incite à la méconnaissance, eh bien, cette raison tient à notre nature éminemment complexe. Nous sommes multiples, nous sommes contradictoires, nous sommes paradoxaux, toujours en but à l'ambiguïté, à l'ambivalence. Nous ne parlons pas d'une seule voix, mais de plusieurs. Je crois d'ailleurs que on devient bienveillant pour l'autre et l'être humain en général quand on a dit une fois pour toutes que l'autre, comme nous-mêmes, nous sommes pleins de paradoxes. Si on n'a pas compris que l'autre est un être paradoxal, alors on ne supporte plus très vite. Parce que ce paradoxe, cette contradiction, nous est insupportable. Et là, on voit la poutre, la paille, je ne sais plus quelle des deux. On voit chez l'autre notre propre poutre, voilà, et on ne voit pas la paille. Comment dépasser? Savoir en tout cas que nous sommes complexes, nous sommes aussi, non pas bipolaires, mais multipolaires. On parle à plusieurs voix, on pense la vie à plusieurs regards. C'est difficile de faire l'unité de soi. Une troisième raison, c'est que vivre ne nous suffit pas. Il nous faut constamment raconter ce que nous vivons. Nous sommes les acteurs qui nous vivent, quand il faut l'espérer, le vouloir, mais nous avons aussi besoin d'être les auteurs de nos vies. Nous avons besoin d'en faire un récit. Et ce récit a d'ailleurs une visée très subjectivante. En racontant, je dis je suis sujet, je suis auteur de ce que je vis. Je suis ce que je dis, et ce que je dis ce que je suis. Quelqu'un qui va mal ne sait pas faire ça. Quelqu'un qui... quand je travaillais en psychiatrie, on rencontrait des gens comme ça qui sont... Quand vous leur demandez, mais au fond, quelle était votre vie, pouvez-vous dire les grands, ils ne savent pas. Ils ne savent pas dire je, ils ne savent pas unifier leur vie dans un récit de vie. C'est trop lacunaire, c'est trop démembré, si vous voulez. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que c'est extrêmement courant. On a besoin de dire, ce soir ou demain, vous direz, tiens, hier soir j'ai fait une conférence, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Moi, je vais rentrer ce soir à la maison et je vais raconter aussi. Bien souvent, nous vivons deux fois notre vie. Nous la vivons en la vivant et nous la vivons en la racontant. Mais, si ce récit est nécessaire, s'il a une visée subjectivante, il est aussi commode parfois, car il nous permet d'arranger les faits à notre manière, de forcer ici, de réduire là, d'oublier, d'ajouter, bref, de romancer. Nous sommes les grands romanciers de notre vie, ce qui nous permet de légitimer certaines de nos attitudes, actions ou sentiments. Voilà pourquoi Kierkegaard disait que de nous-mêmes, nous ne connaissons que le costume. Nous connaître vraiment supposerait une déconstruction des apparences, des fausses vérités. La psychanalyse est une voie, non la seule, pour accéder à cette connaissance. Elle s'appuie sur la théorie du refoulé de l'inconscient. D'une façon générale, on va dire le discernement, j'aime ce mot, et parce que ce mot est commun, c'est un mot qu'utilisent beaucoup les Ignatiens, n'est-ce pas, le mot du discernement. Il est commun à la fois par ce type de personnes, de population, et aussi par les psychanalystes qui sont plutôt souvent athées. Le mot du discernement est un mot transversal. Deux types de personnes qui réfléchissent pourtant bien souvent différemment et qui là se retrouvent. Moi j'aime ce mot. Ce mot de discernement me paraît être un mot d'abord simple et puis qui ouvre précisément. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on discerne beaucoup plus facilement chez l'autre que chez soi-même. Un degré de plus d'ailleurs, ce qu'on voit chez l'autre, on refuse de voir chez soi. Ce qui veut dire que ce qui nous préoccupe chez l'autre, ce qui nous agace chez l'autre, a toujours un lien avec l'autre. Donc, si vous êtes agacé de votre copine ou de votre voisin,
Dites-vous, bon, quoi ça me concerne cette histoire? Voilà l'autodiscernement. Comment, en se passant de la psychanalyse, apprendre à mieux se connaître? Mais je vous propose l'idée suivante. C'est que la connaissance de soi pourrait passer par la connaissance de la vie elle-même. Ce que l'on connaît de soi, on l'apprend de la vie vécue. La rencontre, l'événement, l'épreuve. On nous révèle à nous-mêmes, et parfois de façon très inattendue. Écoutez Léon Blum. Il y a, dit-il, dans nos pauvres cœurs, des endroits qui n'existent pas encore et où la douleur entre afin qu'il soit. Elle est complexe, cette pensée, je vais la reformuler. Il y a en moi des lieux non advenus qui se mettent à vivre à la rencontre de la vie. Il y a en moi des lieux clos, des chambres fermées qui s'ouvrent, qui se déploient au gré de certaines circonstances. On retrouve cette notion d'hospitalité déjà évoquée. Dans la connaissance de soi, il y a également une hospitalité, cette fois donnée à la vie elle-même, à l'événement de vie, heureux, moins heureux. Se connaître, c'est accueillir ce qui vient de l'extérieur, c'est héberger en soi cet extérieur, c'est le laisser vivre en soi. Là, voyez-vous, je pense à la notion de deuil, à la notion de perte qui entraîne un travail de deuil, comme on dit, c'est-à-dire un temps où on peut laisser vivre en soi la douleur d'avoir perdu. Je crois qu'on a tous vécu ça. Cela suppose un retrait minimal, un retour sur soi, une activité réflexive, une réflexion. On pourrait parler de recueillement au sens religieux peut-être du mot, mais aussi au sens premier, comme une vague se recueille avant de déferler. J'ajoute qu'on ne peut reconnaître ce qui est en nous que si nous nous retirons un peu du monde, si nous consentons à une part de solitude et de silence. Mais on ne se connaît jamais totalement. On tend vers la vérité de soi, mais cette vérité nous échappe. Et au fond, tant mieux. Imaginez qu'on se connaisse complètement. Ce serait tragique. Cette vérité, elle est là où nous ne sommes pas, elle est dans ce lieu d'absence qui fonde en chacun de nous le mystère de l'être. Voici quelques exemples concrets, je ne fais que les survoler, mais pour vous permettre de les acheminer plus loin. L'ami ou l'amour s'est éloigné, mais il m'a donné le goût de l'amitié ou le besoin d'aimer, à nouveau. L'épreuve a été surmontée, mais elle m'a fait découvrir des ressources insoupçonnées. La tristesse est passée, mais elle a ouvert à d'autres formes de joie, jusqu'alors inconnues. La vie passe, au fond, avec ses turbulences, ses épreuves, ses joies. Et si nous lui offrons une intériorité, on pourrait dire une hospitalité, se découvrent en nous des potentialités inattendues, des nouvelles voies d'accomplissement. Je vais, à présent, j'arrive tout doucement à la fin de mon propos, m'arrêter sur deux dimensions. Celle du mal, qui nous fait pardon, et celle de la tristesse. Toujours dans la connaissance de soi, je suis toujours dans cet aspect-là. Où est le mal? Vous direz, il est partout. Il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit de tourner le bouton de la télévision. Le mal est sur les écrans, il est sur les ondes, il est dans les journaux, il est dans la rue. Le mal, c'est la première matière première des médias. Le mal est donc autour de nous. Soit. Mais où est-il en nous? Vous direz, il est dans ce qui n'est pas permis, dans ce qui n'est pas légal. Oui, d'accord. Mais dans notre libéralité ambiante, ce qui est permis sur un plan civique, par exemple, ne l'est pas toujours sur un plan religieux, et reste très questionnable parfois sur un plan humain. On a des exemples. Autrement dit, les frontières sont devenues très floues entre le mal et le bien. Les notions d'interdit, de transgression sont devenues extrêmement relatives aujourd'hui, et surtout très labiles, car
car la légalité évolue constamment. Ce qui n'était pas légal hier l'est aujourd'hui. Et ce qui n'est pas aujourd'hui le sera peut-être demain. Est-ce que le légal et le moral, on va laisser la question à certains dans la salle. Mais il y a pourtant dans notre culture un lieu, notez-le au passage, encore une fois un tout petit pas de côté, où le mal est très sensible, où on perçoit très très bien le mal. C'est celui de la souffrance imposée à autrui. Ce qui est mal aujourd'hui, c'est moins ce qui transgresse une loi, une règle, que ce qui harcèle, ce qui abuse, ce qui maltraite, ce qui porte préjudice. C'est un endroit où nous voyons vraiment bien le mal aujourd'hui. Stendhal disait que la plus grande ruse du diable, c'est de faire en sorte qu'on ne le reconnaisse pas. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, nous reconnaissons à peine le mal en nous-mêmes. Simone Weil, la philosophe, disait « Nous n'éprouvons plus la répulsion du mal. Collectivement parlant, nous ne voulons plus de notion de péché, de culpabilité, d'examen de conscience. Où est le mal? Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Nous vivons à l'époque de la tentation de l'innocence. C'est un livre que je recommande, plus facile à lire, de Pascal Bruckner, qui développe magnifiquement cette thèse d'une culture gagnée à l'innocence. Où est le mal? Un mot sur le pardon, qui est proche de la notion du mal. Car on ne peut demander ou donner pardon que si on reconnaît le mal en soi ou en l'autre. Pardonner, se pardonner, ce n'est pas effacer le souvenir du réel, c'est en premier lieu reconnaître l'offense. C'est ensuite décharger cette offense du poids de la rancune et du ressentiment. Dans les formes légères, le pardon peut être un formalisme d'usage. À un degré de plus, il peut être une façon de tourner la page. Allez, passons à autre chose. Dans d'autres cas, il permet de réengager le dialogue, le sens, il restaure la capacité d'aider. Arendt parlait de la natalité du pardon. Dans ses formes plus extrêmes, le pardon va beaucoup plus loin que cette simple reconnaissance. Dans L'Homme de sable, j'évoquais le souvenir de la mère d'une petite fille qui avait été violée et qui me disait, c'était une femme absolument admirable, et elle me disait, au moment où je vous parle, j'ai sur mes mains la violence du tueur, en fait elle dit tueur, mais elle n'est pas morte cette petite fille, et je peux maintenant lui pardonner. Dans cette parole, cette mère absolument admirable d'humanité franchissait toutes les étapes du pardon. Elle pardonnait à celui qui ne se repentait pas. Elle différenciait la faute elle-même de celui qui l'avait commise. Elle parvenait enfin à prendre cette faute sur ses mains, en quelque sorte elle la reconnaissait, pour la remettre dans le mystère du mal, qui est aussi celui de notre condition humaine. La question du mal n'est d'ailleurs pas très éloignée de celle de la tristesse. Je m'y arrête. Il est bon de reconnaître la tristesse. Si vous vous souvenez de ce que je vais vous dire, n'hésitez pas à le dire autour de vous si nécessaire. La tristesse n'est pas toujours de nature dépressive. Bien souvent, elle ne l'est pas. Notre culture confond absolument ces deux mots, utilisant le second pour le premier. La tristesse fait partie de la vie et certains événements y prédisposent, bien sûr. Il y a en nous des chagrins normaux. Il y a aussi de vieux chagrins qui dorment et que la vie se charge parfois de réveiller. Il est bon parfois d'accueillir ces chagrins.
Lisez d'ailleurs au passage le livre de Catherine Chalier qui s'appelle Le traité de l'âme. C'est un très beau livre. Ce que je tente de dire, vous sentez l'importance que j'y mets, c'est qu'il faut mieux. D'abord, il ne faut pas confondre tristesse et dépression. Même si une personne est sous antidépresseur, il est parfois heureux de lui dire « c'est normal que tu sois triste. Tu as perdu tel être cher, ou tu as vécu un échec, ou là tu as une maladie qui est difficile, ou tu traverses un moment de... triste, c'est normal. Quelqu'un qui ne serait jamais triste dans sa vie, ce serait complètement anormal. » Différencier et aider certaines autres personnes à différencier tristesse et dépression. Je ne vous dis pas que toutes les tristesses ne sont pas de dépression. Il y a de réelles dépressions qui méritent d'être soignées de différentes façons. Mais ce que je tente de vous dire aussi, c'est qu'il faut mieux une vraie tristesse qu'une fausse joie. Verlaine parlait des faux beaux jours. Il faut se méfier d'une tendance trop systématique, trop moraliste à positiver, mais plutôt tenter de comprendre pourquoi on est triste. Positive, regarde la vie devant, allez, Oui, mais on peut s'arrêter et se demander pourquoi on est triste, on a le droit. Ne fuis pas ta tristesse, c'est un très beau livre aussi, vous voyez qu'il y en a beaucoup à lire, écrit par quelqu'un que nous connaissons bien à la Cato qui s'appelle Emmanuel Godot. Je vous recommande ce livre à cet auteur. S'il est bon de reconnaître la tristesse, ce n'est pas pour s'y complaire, bien sûr, c'est pour la traverser, c'est pour la laisser derrière. Khalil Gibran disait « La tristesse n'est qu'un mur entre deux jardins ». J'ai envie de dire après lui, la tristesse est une porte entre deux jardins. Et la vie, c'est ce pas de deux qui danse au rythme de tristesse et des joies. À ceux d'entre nous qui sont un peu tristes ce soir, j'aimerais citer ce passage de Rilke, encore, Lettre à un jeune poète. Ne vous effrayez pas quand une tristesse se lève devant vous, si grande que vous n'en avez jamais vu pareille. Il vous faut penser alors que quelque chose se passe en vous, que la vie ne vous a pas tout à fait oublié et qu'elle vous tient dans sa main et ne vous laissera pas tomber. Voilà le point où je voulais vous mener, voilà ce que je voulais vous dire. Et à nouveau, je vous suggère quelques questions. Ai-je l'impression de me connaître suffisamment? Est-ce que je laisse la vie me traverser, me transformer, me révéler dans ce que je suis? C'est le moment de terminer, je resserre mon propos. Au fond, me connaître davantage, c'est fatalement me reconnaître imparfait, failli. Et c'est dans la mesure où je me reconnais imparfait, faillible, que je parviendrai à reconnaître l'autre dans son imperfection, dans son inachèvement, dans sa fragilité, pour tout dire, dans son humanité. La lucidité bienveillante, certes pas complaisante, que je peux avoir à l'égard de moi-même, engage celle que j'aurai envers autrui. Alors, peut-être, cédera mon insatiable besoin d'être reconnu. Je vous remercie.